Je voulais parler d'une chose qui est en train de m'inquiéter profondément les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain individu dont je pensais qu'il faisait partie du passé, qu'on avait montré l'escroquerie du personnage. Et ben, j'ai l'impression qu'il est en train de tenter un retour, et surtout un retour pour séduire les indigènes. Je parle bien sûr d'Alain Soral. Alain Soral a été invité dans une émission. Pourquoi je vous en parle? Parce que Alain Soral est invité dans d'autres émissions, mais dans une émission et dans une chaîne dirigée par un indigène. Donc je vous le montre là. Elle a fait 120 000 vues en 3 jours. Alors 120 000 vues en 3 jours, tandis que moi, ça, nationalisme, identité, noir et tout, ça intéresse personne. Hein. Ça fait 5 000 vues en un jour. Hein. Et je suis allé voir un petit peu sa chaîne et je crois qu'il arrive à conquérir les musulmans parce qu'il fait des podcasts avec sa collègue qui est une femme musulmane qui porte le hijab. Et il invite en même temps des musulmans. Genre, il y a Idriss Siamedi, j'ai vu Ismaël Mounir. Alors voilà, les musulmans de toutes sortes, parce que Ismaël Mounir fait partie vraiment des ultra-réformistes de l'islam. Siamedi, lui, c'est plus côté, je dirais, salaf, je dirais. En invitant aussi des conspis, hein. On le voit avec des visios. Donc, c'est vraiment les musulmans qui se politisent, mais dans des angles vraiment un peu... Les normies musulmans qui se politisent dans l'angle un peu conspi, un peu réac, un peu... voilà. Par exemple, il faudra qu'on regarde cette émission-là sur le racisme en France, parce que j'ai peur d'écouter... Hein, j'ai vraiment peur d'écouter. Mais aussi, par exemple, j'ai regardé celle-là. Voilà, je vais vous montrer un extrait sur la peine de mort. Vous n'êtes pas prêts? Est-ce que tu comprends que certaines personnes réclament du coup le retour à cette peine capitale? Ouais, bien sûr, je comprends très bien parce que j'en fais partie. Tu serais capable du coup de voter pour cette voie? C'est un enfer et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il parle de plein de sujets. Lui, il parle de plein de sujets et tu sens qu'il ne maîtrise pas les sujets. La France a aboli la peine de mort le 9 octobre 1981 grâce à Robert Badinter. Depuis l'article... Badinter. C'est trop mignon. Robert Badinter. Mais tu sens qu'il découvre un peu le sujet. C'est encore pratiqué dans certains États. Aux États-Unis, c'est encore pratiqué dans certains pays pour certains types de criminels. Et je trouve que c'est pas déconnant. Les podcasts, j'en peux plus. Voilà, là, je vais donner mon avis antidémocratique, mais qu'on pense que l'avis de quelqu'un est intéressant parce qu'il a un micro devant lui. Moi, voilà. Et je suis le premier, hein. Je suis le premier à être jugé à cause de ça, tu vois. Je me dis, il y a un moment donné, il faut peut-être se dire, c'est pas parce que seulement il a un micro que son avis a de l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, elle réglerait pas mal de problèmes. Ça règle quel problème, la peine de mort? La peine de mort, elle vient après le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment l'argument le plus débile. Je veux dire, quelqu'un qui est condamné à peine de mort, il a déjà fait son problème. Donc, ça ne règle pas le problème. Le problème, il est dans le passé. Je vois pas... Parce qu'en plus, même, tu pourrais dire, ouais, mais ça empêche la récidive. Bah, il y a d'autres moyens d'essayer d'empêcher la récidive. Même enfermement à vie, c'est déjà plus progressiste, mais ça ne règle aucun problème, tu vois. Mais bref, voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu l'esprit de la chaîne. Et là, il a invité Alain Soral. Donc, on va essayer de regarder quelques parties d'Alain Soral. Alain Soral, vous êtes l'une des figures les plus controversées du débat public français, sociologue de formation, passé brièvement par le Parti communiste, puis proche du Front National. Je ne sais pas quel âge il a, mais j'ai l'impression qu'il découvre Alain Soral. Ce serait intéressant de se pencher sur la nouvelle génération là, des jeunes entre 15 et 22 ans qui vont découvrir Soral, tu vois. Tu sais, il y a la génération juste avant nous, c'est bon, nous on a fait le taf, on était en mode, les gars, on est tombé dans le piège d'Alain Soral, n'y allez pas, c'est une catastrophe. Et je crois qu'on a tellement oublié qu'il a réussi à passer par la petite porte et qu'il peut séduire d'autres indigènes. C'est fascinant de découvrir à chaque fois que tu as des gens qui, de notre âge, là, de notre génération, Rebeu ou Renoir, tu découvres que il a déjà écouté du Alain Soral plus jeune. Bah oui. Internet des années 2010. Oui, bienvenue sur Internet. Tu as 20 ans, 2010, Internet, tu commences à t'intéresser à la politique, tu veux parler notamment de la Palestine, tu es un jeune Rebeu ou Renoir, il n'y a que Soral qui te parle. Il y avait des militants qui en parlaient et pas des Soraliens. Hey, tu as 17 ans. T'es à Saint-Étienne, t'es sur Internet, tu regardes qui? Je te dis pas qu'il y avait aucun militant qui parlait de la Palestine. Il y a 15 ans, il y avait le pire qui parlait de la Palestine notamment. Il y avait l'antiracisme politique qui parlait de la Palestine. Mais ils étaient très peu sur Internet. Il fallait chercher pour les trouver, tu vois. Donc moi, je te dis, c'était qui? Les personnes médiatisées sur lesquelles tu avais facilement accès quand tu allais sur YouTube et tout pour parler de ces sujets-là. Je suis désolé, il n'y avait pas grand-chose. Non, mais c'est... Et moi, j'ai été sauvé, je vous dis, par Noam Chomsky et tout. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai très vite fait la critique, surtout ce côté faux soutien à la Palestine. Mais sinon... Et encore, Chomsky, c'est parce que je suis allé à l'université, j'ai découvert les auteurs et tout. Hein. Sinon, je ne l'aurais pas découvert, Chomsky.
Mais il n'y a que Tariq Ramadan, oui. Vous êtes exprimé sur des sujets très brûlants. Immigration, islam, sionisme, guerre des sexes, déclin français, géopolitique. Alors, je le décrirais d'une autre manière. Il a eu des propos antisémites, il a eu des propos sexistes, il a eu des propos homophobes, il a eu des propos racistes. Voilà. Là, tu l'as dit, vous exprimez sur l'antisionisme. Non, il a été antisémite. Ouais, sur la guerre des sexes. Non, il a été sexiste. Voilà. Regardez-moi ce qu'il a fait, Soral. Dans vos discussions avec votre tonton raciste, vous n'avez pas ça. Alors elle, si elle est hétéro, moi je suis rabbin. Allez, la contre-attaque, ça devrait déjà être parti là. Allez, dépêche-toi. Alors les amortis de poitrine, je sais pas si elles sont favorisées au niveau des amortis de la poitrine, parce que celles qui ont des seins, le ballon peut peut-être se coincer entre les deux seins. Généralement, elles n'ont pas des gros seins. En fait, avec toutes les équipes présentes, de tous les pays là, tu peux faire 2 équipes qui savent jouer à peu près pour faire un spectacle correct. Regarde ça, regarde ça. Regarde le nombre de ratages de ballons. Il faut retourner en cuisine hein, si ça vous fait mal. Toi là, par exemple, elle a dévissé, t'as vu? Elle a dégagé, elle a dévissé, comme un mec qui sait pas jouer au foot comme moi. On dirait du Davas. Tu sens qu'il est un peu en mode edgy, en mode je vais dire le truc le plus sexiste. Vous allez voir comment je suis sexiste, moi. Dès qu'il y a un petit bout de nichon qui pointe et un petit cul qui bombe, ça redevient un peu intéressant. Ça aurait été une autre manière de présenter Alain Soral, frérot. Voilà, je te le dis. Hein. Vos prises de position vous ont valu autant de soutien que de condamnation. Des propos illégaux, moi je vais pas là-dedans parce que dire qu'il a eu des propos illégaux, c'est avoir comme curseur ce que la justice considère comme légal et illégal. Et bon, on est devant une justice bourgeoise, donc voilà. Vas-y. Alors par contre, on n'est jamais condamné pour antisémitisme en France. On est condamné pour provocation à la haine. En vertu d'une appartenance à une religion. Moi, je sais pas si c'est mieux de se dire attention, j'ai pas été condamné pour antisémitisme, mais pour provocation à la haine. Voilà. On peut corriger, s'il vous plaît? Religieux. C'est aussi bien valable si c'est pour du racisme. Alors normalement, ça devrait être équivalent quand tu critiques pas un peu trop les musulmans. On pourrait dire que c'est de l'incitation. Voilà, je sens qu'il va tout de suite faire ça, le petit Alain Soral, pour séduire le petit musulman en face de lui en mode t'as remarqué, hein, j'ai été condamné pour antisémitisme, mais pas. Par contre, tu peux dire ce que tu veux sur les musulmans. Oui, mais. Moi, je veux bien que ce soit beaucoup plus facile de critiquer les musulmans. En fait, je veux bien que ce soit plus toléré d'être anti-musulman. Ben, moi, je défendrai pas le fait que tu sois pas condamné. Je défendrai que ceux qui aient des propos anti-musulmans soient condamnés de la même manière, tu vois. Ouais, moi, je veux juste une égalité de traitement. Ça veut pas dire que toi, c'est pas grave si tu es antisémite. Comme l'a dit Elisabeth Badinter, on a le droit d'être islamophobe. Mais le problème, c'est quand tu dis, on peut peut-être être aussi judéophobe, c'est-à-dire avoir peur de la religion juive. Mais là, on te dit non, parce que la judéophobie, c'est de l'antisémitisme déguisé. Lui, sa réponse, c'est on peut être aussi judéophobe. Non, moi, je suis pour qu'on puisse être ni l'un ni l'autre, quoi. Qu'on n'ait pas à propager des propos qui soient ni islamophobes ni judéophobes. Il n'aime pas le terme antisémite, il préfère le judéophobe, lui. C'est ça qui est dommage. Parfois, je trouve qu'il y a un certain déséquilibre. Je connais pas votre carrière par cœur. Oh là là, mais je sais pas, mais j'espère que tu as un peu travaillé sur l'invité, quoi. S'il te plaît. Évidemment, j'ai vu les condamnations, j'ai vu les propos que vous tenez parfois sur Internet, mais je trouve que ça fait aussi partie de la liberté d'expression. Si pour lutter contre l'islamophobie, ton combat principal, c'est de rééquilibrer la liberté d'expression en permettant à Alain Soral de parler autant qu'Éric Zemmour, frère, on va pas s'en sortir. C'est une catastrophe. Je sais pas, moi je préfère que Zemmour soit traité de la même manière que Soral, qu'il n'ait pas autant accès aux médias de grande ampleur pour propager ses propos de haine anti-musulman, tu vois. Je ne vais pas me battre pour réhabiliter Soral sous prétexte que Zemmour, il est habilité, quoi. Habilité à parler. Puisque j'ai bien vu que toutes les plateformes telles que YouTube, TikTok, Instagram ou autres, forcément, vous ont complètement effacé. Mais c'est quoi, en fait? Il veut redonner la liberté d'expression en Asie aussi? On va jusqu'à où, en fait? C'est quoi la limite? Alors, si les racistes des Arabes, ils peuvent parler, il faut que les racistes des Juifs, ils peuvent parler aussi, en fait. Je suis désolé. Et vous n'êtes surtout pas invité sur les chaînes de télé. On va pas chialer, mais vous imaginez l'horreur si en plus de Zemmour, on avait Soral à la télé? Non mais, oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu essayes de nous faire là? Chose qui était à l'époque chez Ardisson ou autre, vous étiez invité, vous venez de parler de sujet, mais là c'est plus le cas. Comment ça se fait? Peut-être parce qu'il a eu des propos profondément antisémites, homophobes, sexistes. Voilà, il y a quand même un parcours, quoi.
On voit bien que ça s'est durci en France sur la question de la liberté d'expression. La France est très très mal classée en termes de liberté d'expression. Si on regarde, il y a des palmarès qui sont publiés. Ça me dégoûte parce que là, on va parler de la liberté d'expression de la gauche, la liberté d'expression, tu vois, la dissolution d'associations sur la Palestine et tout. Et t'as un facho comme Soral qui vient essayer de s'infiltrer dedans en mode « Oui, je suis aussi victime de cette répression de la liberté d'expression. » Non, dégage. Moi, j'ai écrit très tôt sur le danger en France de la montée des communautarismes. Alors, on a beaucoup montré du doigt le communautarisme musulman, qui est en fait lié à l'organisation de l'immigration, parce qu'en réalité, s'il y a beaucoup de musulmans en France, c'est parce que le pouvoir français, de gauche comme de droite d'ailleurs... Là, vous allez voir l'exercice de séduction de Soral à l'égard d'un musulman, tu vois. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le terme philosémitisme et tout, et moi, mais pour leur expliquer, je leur dis, mais Soral, il a une stratégie islamophile. Et c'est pareil. Moi, je trouve que c'est une excellente illustration de ce qu'on entend par philosémitisme. Soral qui fait croire qu'il se bat pour les musulmans, qui essaie de séduire les musulmans, qui se joue défenseur des musulmans et des arabes, alors que son projet, il est profondément raciste, il est profondément patriotique et tout. Ça, c'est vraiment le patriotisme chauvin, racelard et tout. Et il souhaite que les arabes soient des patriotes français qui, je sais pas, défendent les frontières, qui s'adaptent à la culture française. Il faut s'entendre de ce qu'on dit derrière, mais c'est vraiment l'exact... exemple de un philosémitisme, là c'est l'islamophilie de Soral. Sarkozy a bien dit nous irons vers le métissage, personne ne pourra s'y opposer. Donc il y a une espèce d'idéologie mondiale, on va dire, mondialiste, qui est l'idée qu'on doit tous se métisser, donc sans trop demander l'avis au peuple d'ailleurs. Mais il y a des espèces d'exceptions bizarres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, eux, prétendent que leur race doit rester pure et qu'eux ne veulent pas se métisser. Oui, on appelle ça les Blancs. Petite parenthèse sur ça, parce que sur le métissage, il y a des gens qui font croire qu'on a le même discours que Soral. Alors nous, on dit comme Soral que effectivement, il y a un discours assez hégémonique de nous faire croire que le racisme disparaîtra par le métissage. Plus on sera métissé, moins il y aura de racisme. Vous savez, la société Benetton, là. Et ça, c'est faux. Il y a juste à voir le Brésil. Et surtout, on dit que déjà, d'une, c'est faux. Et deux, il y a un discours hypocrite derrière. C'est qu'en fait, on incite les Noirs et les Arabes à se métisser. On voit ça d'un mauvais œil des Arabes qui se marient entre eux ou des Noirs qui se marient entre eux, mais il n'y a pas du tout ça avec les Blancs, et surtout, c'est pas comme ça qu'on va régler le racisme. Et que, in fine, nous, on n'a pas de politique sur ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, et de toute manière, il n'y a même pas à avoir un discours autour du métissage. Les gens se métissent de toute manière, parce que c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde. Par contre, faire croire qu'on va régler le racisme à partir du métissage, c'est n'importe quoi. Et faire croire que forcément, si t'as un blanc et t'es en couple avec un noir ou un arabe, t'es plus raciste. Non, ça marche pas comme ça la vie. Et ça, on a eu des exemples à tire-larigot de Noirs ou d'Arabes qui ont été avec des Blancs et qui ont découvert que ça c'est pas le racisme. La Révolution française et la République française, on a aboli ce qu'on appelle le délit d'opinion. En théorie, il n'y a pas de délit d'opinion. Mais aujourd'hui, progressivement, à coup de loi, on a restreint la liberté d'expression et donc on a réintroduit le délit d'opinion. Petite parenthèse aussi, on rappelle le discours classique qui a été élaboré notamment par les marxistes. La liberté d'expression dans une société bourgeoise, ça n'existe pas. Il n'y a pas de liberté d'expression. Ça, c'est un discours idéaliste de faire croire que tout le monde a la liberté de parler et tout. Même l'éloge de la liberté d'expression fait par la bourgeoisie, en fait, c'est la liberté d'exprimer des bourgeois. Parce que ce qui compte dans la liberté d'expression, c'est les moyens que tu as de t'exprimer. Et qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles si tu as les moyens de t'exprimer dans ta maison? Ce qui est important, c'est pouvoir s'exprimer en termes d'idées et d'idées politiques à grande échelle. Et qui a les moyens de s'exprimer à grande échelle? Il faut avoir des moyens matériels et tout. Et ça, c'est la bourgeoisie. Donc tout le discours autour de la liberté d'expression, voilà, quand Beethoven et tout vous parle de liberté d'expression, comprenez que lui, il n'entend que seulement la liberté d'expression des bourgeois, et il y a juste à voir la manière dont il se radicalise dès qu'il y a des rebeux ou des musulmans ou des renois qui parlent au nom de leur nom propre pour les droits musulmans. Et là, il devient fou. Alors, si vous dites, il n'y a pas de délit d'opinion, j'ai le droit de dire et de penser ce que je veux, on vous dit, oui, mais ça, c'est pas une opinion, c'est un délit. Or, c'est un délit d'opinion. Donc on a une logique, on a une espèce de logique très très pauvre pour en fait vous faire taire sur certains sujets. Moi, quand j'avais 20 ans, quand j'étais Chomsky, j'avais une approche un peu idéaliste de la liberté d'expression, et j'étais très Chomskyiste en mode liberté d'expression pour tout le monde. Et liberté d'expression totale, on peut tout dire, même les pires idées. Et c'est à travers une lecture moins abstraite de la liberté d'expression et voir aussi les moyens matériels qui te permettent de t'exprimer que je suis sorti de ce truc-là. Et je me suis dit, oui, mais en fait,
Quand tu défends ça, dans l'absolu, tu verras que sans changer les conditions matérielles, ce sera que les bourgeois qui auront les moyens de s'exprimer, quoi. Donc, pour l'instant, dans la bourgeoisie, je suis pas spécialement pour la liberté d'expression, quoi. Parce qu'on voit que c'est pas ce qui est fait dans la réalité. Après, ce qui est intéressant dans la défense de la liberté d'expression, c'est de pousser la bourgeoisie à afficher ses contradictions. Mais après, en vrai, moi, les gens, je suis pas pour que les idées nazies, par exemple, puissent s'exprimer. Je suis pas pour que les idées islamophobes puissent. Je ne serais pas en train de pleurer. Je serais pas en train de pleurer si, par exemple, Génération Identitaire est dissoute, vous voyez. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une idée quand même de lutte des classes dans tout ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a une bourgeoisie française qui est beaucoup plus sioniste parce qu'elle estime que Israël et les Juifs appartiennent, on va dire, un peu à l'élite du monde, l'élite occidentale. Hein. Moi, je pense pas que les Blancs occidentaux racistes pensent que les Juifs font partie de l'élite. Hein, pas du tout. Ça, c'est ce que tu t'es mis dans la tête. Ils pensent juste qu'Israël sert leurs intérêts, c'est tout. Mais il n'y a pas l'idée que les Juifs sont supérieurs avec eux. Les gens les plus riches, les plus cultivés, les mieux implantés dans le secteur tertiaire, tu vois, des métiers de service qui font intervenir de l'abstraction. Alors qu'en réalité, quand on parle des musulmans, comme ils sont issus de l'immigration et de l'immigration de travail, on est beaucoup plus chez des prolétariats, voire sous-prolétariats avec le chômage, parce que je pense que... Alors là, dans un autre contexte, il aurait dit les lumpen prolétariats. Mais c'est ce qu'il essaye de dire un petit peu. Hein. Le lumpen prolétariat, en gros, c'est le sous-prolétariat. Il y a des descriptions extrêmement racistes du sous-prolétariat chez certains auteurs marxistes et surtout en ce moment. Et en fait, c'est devenu le mot pour les rouges-bruns confus à la sauce Loïc Chéniaud pour parler des Noirs et des Arabes, des racailles. Ils vont parler de lumpen prolétariat. Genre les délinquants, les dealers. Et en fait, eux, dès qu'ils voient une personne de quartier populaire, c'est en mode « Ah, lui, c'est sûr que c'est un dealer, c'est lumpen prolétariat. » D'ailleurs, il y a juste à voir les réactions. Je sais pas si vous avez vu, il y a mon tweet qui a ultra pété, je m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi, d'un coup, il a pété. À Marseille, ils avaient fait... tu sais, dans le quartier, ils ont mis des piscines. Je vais vous montrer la vidéo. Donc c'est très mignon, quoi. Regardez cette vidéo là. Donc voilà, il y a des grands, il y a le quartier, ils ont acheté des piscines, ils ont rempli d'eau pour les petits, quoi. Tu vois ça, en fait, moi il y a le truc, tu vois ça, t'es content, quoi. T'es en mode c'est trop bien, ils ont acheté une piscine, les petits se baignent et tout. Moi, ce qui me fascine surtout dans la vidéo, c'est qu'il n'y a aucun commentaire. Juste, ils montrent la vidéo, c'est des fachos qui ont diffusé ça, ils ont juste montré la vidéo. Et t'es en mode, quel est le problème? Il y a des petits qui se baignent, quel est le putain de problème? Tu vois, je me dis, il faut vraiment être un racelard pour voir le problème là-dedans. Ouais, ils sont pas blancs, c'est ça leur problème, bien sûr. Et en fait, il y a juste à voir dans les commentaires, les gens, vous imaginez 800 commentaires. Je pense la moitié, même 2 tiers des commentaires sont des racistes. Ils sont en mode, c'est des dealers. Ils ont eu... Oh, voilà. Vous avez sorti les armes à feu, du coup. Tiers-monde. Il y a plein de trucs autour des dealers et tout. Ah bah... Non, mais c'est grave de faire croire que c'est les grands du quartier qui organisent ça. C'est pas safe pour les gamins, maladies, noyades. Non, mais à ce compte-là, tu sors plus, quoi. Tu fais plus rien, quoi. C'est une folie. Ils sont malades. Hein. Vraiment, les racelards, ils sont malades. Je comprends pas leur esprit comme ça. Ils pillent l'eau du système public. Les gars, ça doit coûter... Allez, je pense que tout ça, ça doit coûter 20 € à tout casser l'eau. C'est bon, il y a un moment donné, calmez-vous. Et il y en a beaucoup, ils sont en mode... c'est l'argent des dealers. C'est les dealers, en fait. Arrête de parler des grands, c'est les dealers. Mais bref, voilà, le lumpen prolétariat, c'est devenu la manière pour les marxistes racistes de parler des Noirs et des Arabes. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu deux phénomènes qui se sont croisés. On a eu la montée du chômage, où on avait moins besoin, et de moins en moins besoin de travailleurs étrangers. Et en même temps, on s'est retrouvé avec de plus en plus d'enfants d'immigrés qui étaient parqués dans ce qu'on appelle des banlieues, c'est-à-dire qui sont étymologiquement presque des lieux de bannissement. Hein. Vous avez vu comment il est malin, vous avez vu comment il arrive à essayer de séduire les gars de quartier. Et en fait, il joue vraiment sur le truc en mode, vous avez vu tous ceux qui vous insultent là, moi, je connais votre vrai sort, je connais vos conditions et je vais vous défendre. Et il m'empêche de vous défendre. Il m'empêche de vous défendre parce que j'ai des propos sur les sionistes. Hein. Je me dis, et là, vous comprenez, je pense qu'il y a certains qui doivent découvrir Soral et qui comprennent comment il a pu séduire des jeunes rebeux renois qui commençaient à s'intéresser à la politique et qui n'étaient pas politisés, les gens. C'est facile. C'est facile. J'ai une fascination sur Soral. C'est sur cette capacité qu'il a à débiter sur n'importe quel sujet avec un ton qui fait que tu as l'impression qu'il maîtrise de ouf le débat, le sujet. Je vous jure, les gens, il me fascine. Il est trop fort pour ça.
il est capable de le faire. Oui, il a un aplomb de ouf. Surtout sur l'architecture en Corée du Nord ou sur le ping-pong. Il est trop fort pour ça. Et vraiment, genre, tu sais, toi, t'hésites. Tu dis, ah, peut-être, je sais pas. Non, lui, il arrive à être, à débiter en disant n'importe quoi. Mais avec un ton péremptoire, t'es en mode, waouh, franchement, je connais pas le sujet, mais ça se voit, lui, il le connaît. Vous avez déclaré justement que l'immigration massive en Europe est organisée délibérément. Et donc c'est pour détruire les nations. Mais il n'est pas d'extrême droite. Hein. Il n'est pas du tout d'extrême droite, bien sûr que non. Pour détruire les nations. Est-ce que vous pouvez expliquer qui, selon vous, pilote ce genre d'immigration qui laisse... Ah ok, d'accord. Non, est-ce que déjà il peut nous prouver en quoi c'est vrai avant de nous dire qui pilote? Est-ce que déjà on peut avoir des... Voilà, qu'est-ce qu'il entend par là? Qui? En fait, c'est pas des théories. Hein. Il suffit de lire et d'écouter ce que disait Bouygues, le patron du BTP français. Et il disait, voilà, nous avons besoin beaucoup d'immigrés du Sud. Ce sont des bons travailleurs pour travailler dans le bâtiment, pas cher, obéissants, peu syndiqués aussi. Hein. Il y avait ce côté-là. Donc, Oui, bon, le capitalisme, les bourgeois avaient besoin de main-d'œuvre, donc ils ont fait venir la main-d'œuvre du Sud. Oui, parce que moins cher et tout, oui. Classique chic du capitalisme. Je vois pas en quoi le projet, c'est de détruire la nation, mais vas-y. Une volonté patronale, ce qu'on appelle le dumping social, faire entrer des gens qu'on paye pas cher et qui sont pas très organisés sur le plan syndical et qui acceptent à peu près toutes les conditions. La position de Lénine, il faut faire en sorte, plutôt que de dire « Ah non, ces gens, ils sont pas organisés, ils peuvent pas défendre leurs droits parce qu'ils sont dans des positions de faiblesse, donc ils viennent faire du dumping social, faut les virer. » Non, c'est pas ça une position de gauche, révolutionnaire et tout. C'est dire « Ces gens-là, ils doivent avoir les mêmes droits que nous. » C'est se battre pour que ces gens-là aient les mêmes droits que nous, plutôt que de se battre pour que ces gens-là dégagent. Voilà. Les rouges bruns. Et puis il y a une autre idée qui elle vient des loges de gauche, le Grand Orient, qui est l'idée maçonnique du mondialisme, qui est le métissage forcé, parce que c'est une manière aussi de dissoudre les nations par le métissage. Mais par exemple, le Brésil, comment ça a été dissous? Ça n'a pas été dissous par le métissage. Je veux dire, en quoi le métissage dissout forcément la nation? Le grand capital, par définition, est sans frontières. Et ce que n'aime pas le monde de l'argent à très haut niveau, c'est les frontières. On le voit actuellement. Vous avez vu, on n'est pas du tout dans une époque où ça renforce les frontières, où on empêche les réfugiés de venir aux frontières, où ça met des barrières aux frontières. Et je veux dire, l'exemple de ça, c'est... Ou alors peut-être que Trump... en renforçant les frontières, en voulant mettre un mur entre les États-Unis et le Mexique, est anti-mondialiste et anticapitaliste. Il est anticapitaliste, Trump, je pense que c'est ça. Soral a déjà dit ça à de nombreuses reprises. Pour lui, Trump est un opposant caché au sionisme, mondialisme et capitalisme, mais forcé par l'État profond de faire des concessions. En fait, il est en train de dire qu'il est anticapitaliste, Trump. Ok, disons qu'il est opposé au capitalisme, mais économiquement, il est quoi alors, Trump? Sionisme, j'irai pas, parce que sionisme, opposé au sionisme, moi je pense que surtout Trump est antisémite, quoi. Donc il s'en fout un peu d'Israël, tant que ça sert ses intérêts, il n'y a pas de souci. Mais mondialiste, Trump est un peu isolationniste, mais Trump c'est l'America First. Mais donc économiquement, il est quoi? Je veux dire, s'il n'est pas capitaliste, il est quoi? Les gens qui possèdent l'argent et qui sont au sommet du monde n'aiment pas les frontières parce que ça gêne leurs investissements. Et n'aiment pas les identités nationales trop fortes parce que c'est un frein à leur prise de pouvoir par l'argent. Quand on a compris ça, on comprend assez vite pourquoi. Mais c'est nul, mais il s'est même pas actualisé, il sait même pas, les gars, ça fait 20 ans que tu répètes cette merde et on voit que c'est de plus en plus faux, arrête, c'est complètement faux maintenant, tu vois l'actualité, tu vois que c'est n'importe quoi, je sais pas, actualise-toi frérot. Il faut avoir une culture politique pour comprendre tout ça. Il y a eu un discours à un moment donné de Georges Marchais au début des années 80 qui s'appelle le discours de Montigny-les-Corneilles et qui disait, on n'en peut plus, en partant du Parti communiste. Mais on n'en peut plus. La seule phrase qu'ils connaissent d'un communiste, c'est celle-là. Vraiment, les droitards, ils ont une seule citation de communiste, c'est Marchais sur l'immigration. Que l'immigration incontrôlée était dangereuse pour les travailleurs et qu'il fallait mettre un terme à cette immigration. Le PCF a un problème depuis un moment. Parce qu'elle faisait baisser le niveau de défense des travailleurs par rapport à la violence patronale et aussi parce qu'elle... Non, il y a Marc qui met une gifle aux grand-mères aussi, j'avais oublié ça. Elle générait, c'est l'autre stratégie, des luttes horizontales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu qu'il y ait une solidarité du monde du travail par rapport à ceux qui possèdent l'économie et qui ne font pas de cadeaux, on crée des luttes horizontales entre Français de souche et Français d'origine immigrée. Et ça s'est appelé en France, c'est le Parti socialiste qui l'a mis en place, ça s'appelle l'antiracisme. S'il te plaît, l'intervenant, est-ce que tu peux le couper ou pas? Mais en fait, le problème de l'intervenant, c'est qu'il ne connaît pas les sujets, là. Donc je pense qu'il ne sait pas de quoi il parle, il n'a pas les moyens de
de le contredire, mais là, c'est n'importe quoi. Racisme, c'est du métissage forcé. C'est-à-dire que L'antiracisme, c'est du métissage forcé. Mais allons-y, on n'en a plus rien à foutre, allons-y. si vous vous plaignez qu'on fait rentrer dans votre cité des halogènes qui ne sont pas de votre culture ou de votre religion, comme aujourd'hui il peut y avoir des Tchétchènes, comme en Suisse il y a eu beaucoup par exemple d'Albanais. On dirait une vidéo que j'ai vue quand j'étais en 3e au collège il y a 12 ans. Oui, on dirait qu'il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ça fait 20 ans, il raconte les mêmes trucs. On ne vous a pas consulté et que vous êtes un peu gêné de cette arrivée massive de population étrangère qui n'a pas la même culture que vous, on vous condamne pour racisme. Et ça, moi, ça m'a intéressé. Le premier qui a mis en garde ça, c'était Le Pen, à l'époque du Front National. Oh putain. 120 000 vues en 3 jours, les gens. 120 000 vues. Hein. Le danger en France, c'est qu'on est en train de créer les conditions d'une espèce de guerre civile larvée entre Français de souche et Français d'origine immigrée dans les couches populaires. Parce qu'en réalité, c'est là où il y a un mensonge, par exemple, de Zemmour. Zemmour, il vit dans le 17e arrondissement. Le 17e arrondissement, c'est un quartier bourgeois qui est très communautaire. Lui, il rencontre jamais de racailles, il rencontre jamais la délinquance, il n'aura jamais de problème pour se faire voler sa mobilette. D'abord, il roule pas en mobilette, il roule en taxi. Je rappelle la question de base. Il y a une immigration massive pour dissoudre la nation, d'accord ? Et là, ça y est, ça revient sur la délinquance et la manière dont, en même temps, il prétend se mettre du côté de l'immigration des Noirs et des Arabes et en même temps, tout un discours sur la délinquance, des racailles qui pourrissent la vie des Français. Je trouve ça fascinant. Le prolétariat français qui vivait dans les cités dortoirs, eux se sont pris dans la gueule à partir des années 2000. Le chômage de masse, la délinquance, et ils ont été en colère. Ce qui m'intéresse là-dedans sur le discours sur la délinquance, parce qu'il y a tout un discours en mode dans les quartiers, il y a le chômage de masse et ceux qui sont au chômage, ils subissent la délinquance. Mais d'où vient la délinquance ? Et tu sais, tu as l'impression que la délinquance naît ex nihilo à partir de rien. Genre, et c'est séparé des autres habitants des quartiers. Il y a les habitants de quartier, il y a les délinquants. Et comme si les délinquants ne faisaient pas partie des habitants des quartiers et ne rencontraient pas les mêmes problèmes que les habitants des quartiers. Ils sont nés délinquants, ils ont grandi délinquants et ils finiront délinquants. Voilà, c'est dans leur nature. Merde. Toute l'astuce des dominants politiques, par la gauche, c'est-à-dire l'antiracisme, et par la droite, c'est-à-dire la puissance de l'argent, a été de montrer du doigt, de diaboliser et de persécuter d'une certaine manière ce peuple français du travail qui a été lâché. Le peuple français du travail. Moi, ce qui me déprime là-dedans, c'est qu'il y a un peu des accents de Roussel, quoi. La France qui travaille, c'est opposé à la France qui ne travaille pas. Vous êtes France Travail ou France Travaille pas, vous ? Ça, c'est pas la plus grosse douille du capitalisme de nous rendre fiers de juste travailler. Tu sais, peu importe ce que tu fais, faut que tu travailles, faut que tu aies un salaire. Tu vois, c'est même pas être productif, être utile à la société. Non, travaille. Faut que tu ailles travailler. Hein ? Voilà. C'est ça à ça qu'on mesure le degré de respectabilité d'un homme ou d'une femme. C'est de travailler, d'avoir un salaire, d'avoir un patron, d'être employé. Et puis il y a aussi le français de souche qui lui aussi est précarisé et se retrouve poussé quelque part dans une confrontation, ce que j'appelle la lutte horizontale. Et tout ça est l'intérêt du pouvoir. Hein. Et ça se fait donc par l'antiracisme de gauche et par le patronat de droite. Tu vois, là, je t'ai posé le décor. Donc là, en gros, il est en train de dire qu'il y a une alliance entre les antiracistes et le patronat de gauche. On rappelle que pour lui, les antiracistes, c'est SOS Racisme, donc pas les antiracistes. Hein. On voit comment a terminé SOS Racisme, on voit comment ont terminé les personnes qui étaient dans SOS Racisme et tout. Julien Drey, hein. Julien Drey, qui, je rappelle, j'avais fait une vidéo où il débat avec Sarah Knafo, a montré que il était déjà raciste avant. Hein. Lui, il a déjà fait un discours sur l'autorité, sur le danger des quartiers. Voilà. Ça, c'est Julien Drey. Souvent, vous avez critiqué l'arabisation de la France. Mais en même temps, vous défendez souvent l'islam. Comment vous tenez ces deux lignes et pourquoi chercher cette alliance ? Parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre. Souvent, la première génération, c'était il y a peut-être 30 ans. Et maintenant, il y a la deuxième génération. Et cette génération-là, souvent, comme par exemple Yacine Bellatar, que j'avais vu s'exprimer Je l'ai bien connu. Yacine Bellatar, voilà. Je vais Oula, il a des choses à dire. Il a des choses à dire sur Yacine Bellatar, mais on s'en bat un peu les couilles, frère. Je vais vous laisser parler dessus. Ils disent qu'en gros, nos parents ont fermé leur gueule. Nous, non, c'est fini. Quelqu'un a compris la question ? On veut prendre de la place. Soral, il a été saoulé par la question, quoi. Je crois que même lui n'a pas compris la question. Le problème vient justement des gens plutôt comme Yacine Bellatar, qui eux veulent plutôt être dans le showbiz.
Et or, ce showbiz, il est tenu déjà par une communauté, il est tenu par un pouvoir idéologique très fort. Interromps-le et dis-lui laquelle, quelle communauté. Normalement, si tu as travaillé sur Soral, tu sais que là, c'est un dog whistle antisémite. Tu n'as pas travaillé. Coupe-le, là. C'est quoi cette communauté? Et ces gens-là, pour monter, ont collaboré avec Ah, c'est peut-être homophobe aussi. C'est peut-être la communauté des gays pour lui. C'est peut-être les LGBT. ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont Mais je pense contribué à donner une là, je pense qu'ils parlent plus des juifs, les gens. très mauvaise image, par exemple, des Maghrébins. Et ça a été fait sciemment. Pourquoi, quand il y a 6 millions, par exemple, de musulmans en France, qui soient d'ailleurs convertis ou d'origine étrangère, pourquoi on ne trouve pas un Français, un vrai Français, pour les représenter? Un vrai Français. C'est le raciste un peu débile, là. C'est en mode, mais non, on veut un musulman français, en fait. On en a pas marre, là. Pourquoi c'est un musulman suisse qui vient parler des musulmans français? Oui, bon. Et après, il connaissait bien la situation en France avec Ramadan. Il faut arrêter, là. C'est une mauvaise foi de ouf, Pourquoi il faut prendre un Suisse ou Chalgoumi, un ancien fiché S, qui a été formé au terrorisme au Pakistan, par exemple. Attendez, quoi? C'est quoi son origine story, là? Chalgoumi formé au terrorisme au Pakistan? Personnellement, en tant que musulman, je préfère être représenté par un Tariq Ramadan qui arrive et qui parle extrêmement bien. Et j'ai vu Voilà, la vie normie de musulmans, voilà. sur les plateaux télé qui vraiment avait un discours sensé et qui faisait sens aux yeux des musulmans, qu'un Chalgoumi qui arrive et qui dit il faudrait dire France Akbar au lieu de dire Oui, Allah ça, Akbar. on est d'accord dans un premier temps. Mais quand un type comme Tariq Ramadan disait nous les musulmans en France, on fait ce qu'on veut parce qu'on s'appuie sur la loi européenne et que la loi européenne est au-dessus de la loi française, il agaçait les Français. Ah ok, le problème de Ramadan, c'est qu'en Ramadan, il était basé. Et en fait, Ramadan disait ça par rapport aussi au projet de loi islamophobe. Et je veux dire, en gros, il disait, il y a aussi l'Union européenne, en fait. Là, il est en train de reprocher à Tariq Ramadan de se reposer aussi sur le droit européen. Et ça énerve les Français de ne pas pouvoir être raciste. Tu vois, c'est comme si quelqu'un disait ah mais moi je suis pour le rétablissement de la peine de mort. T'es en mode mais frère, heureusement que même déjà en France c'est interdit, mais même au niveau européen c'est interdit. Il dit ah bah là c'est problématique là ce que vous êtes en train de dire. Il parlait de la Cour européenne des droits de l'homme. Bah oui, fait référence à ça. Et en fait le problème des gens c'est qu'il y a tellement d'islamophobie en France que beaucoup de personnes ou d'organisations musulmanes face à l'islamophobie qu'elle subit en France et qui devient presque légale, qui est même légale, et ben ils ont recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois que le CCIF a fait ça contre sa dissolution. Ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est que quand tu es étranger dans un pays et que tu arrives, il faut être un peu stratège, un peu diplomate. Sinon, ça se passe mal, tu vois. Et d'ailleurs, excuse-moi, Là, il est en train de dire, les étrangers, rasez les murs, en fait. Vous êtes juste tolérés ici. OK, les étrangers, tolérés. Donc, faites gaffe. à un moment donné, si on se fait chasser d'Algérie, il y a des raisons. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que j'analyse, c'est des processus historiques et collectifs. Je rappelle que c'est le discours qu'il a à l'égard des Juifs. Dans son antisémitisme, c'est en mode oui, vous dites que vous êtes le peuple qui est viré de partout, mais si vous n'êtes pas viré de partout, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être votre faute. Ouais, ça, c'est le discours de Soral. Quand il s'agit de parler avec les grands frères, j'ai jamais eu de problème. Et avec les parents. Les parents m'ont dit malheureusement, nos gosses ne comprennent pas qu'il faut avoir une espèce d'intelligence stratégique pour s'intégrer. Et moi, Mais attends, le problème là, c'est que tu parles des grands, des parents, mais les petits, ça y est, ils sont intégrés à un moment donné. Je veux dire, là, le truc de l'étranger, les petits, c'est plus des étrangers. Là, attends, je veux dire, il y a pendant combien de temps on doit raser les murs en fait? Oui, ça s'arrête quand? Quand est-ce qu'on doit être discret, rien dire et baisser la tête? que ce soit Yassine Bellatar, qui est un Marocain qui pratique beaucoup le Cap d'Agde. Imaginons même que ce soit vrai. Genre, il veut dire, il fait du naturisme, du nudisme, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Tu sais, il fait toujours ça, Soral. Il fait toujours des petites... Alain Soral qui aime les pipes. Qui aime les pipes par les hommes. Et bah lui, on s'en bat les couilles. Il peut faire ce qu'il veut, on s'en bat les couilles. Oui, c'est vraiment lui, toujours les trucs intimistes et tout. Ouais, ok, super. Il peut même se faire lécher le trou du cul par un chien, on s'en fout, quoi. Chacun, il fait ce qu'il veut dans la vie privée, quoi, tant qu'il m'emmerde pas. C'est pas un musulman pratiquant. Déjà, mais qu'est-ce qu'on en sait? Et alors? Et vous dire, allez, c'est pas un musulman pratiquant si tu veux. Allez, qu'est-ce qu'on en sait? C'est pas à nous de juger. En plus, c'est pas à toi de juger, Soral. T'es pas non plus un musulman pratiquant. Et personne n'a fait de Bellatar le représentant des musulmans. Et puis même, il y a des gens qui peuvent porter une parole sur les musulmans en mode anti-islamophobe sans être musulmans eux-mêmes. Moi, je dis, tant que vous serez représenté par des gens comme ça, vous n'êtes pas sorti de la merde. C'est ça que je veux dire. Il faudrait un moment donné. On doit être représenté par qui, s'il te plaît? Vas-y, dis-nous. Son disciple, là, Youssef Indy, ça va être ça, son représentant des musulmans? J'espère qu'il va pas nous dire lui. Mais je suis persuadé que la réponse serait Youssef Indy. Youssef Indy. C'était, on va dire, le musulman de Macron.
Tu vois ? Yacine Bellatar. Oui, il est totalement lié à Macron. Mais Bellatar, en plus, moi, les gens, c'est même pas, tu sais, là, il parle d'un représentant musulman, mais n'importe quel musulman ne le considère pas, vous savez, tu pourrais dire même, il a une fonction de porte-parole sur la condition musulmane, mais pas en tant que imam, vous voyez, mais même pas en tant que théologien, même pas en tant que shir. Je veux dire, la légitimité qu'il aurait pour parler au nom des musulmans, c'est pas qu'il ait une science islamique, c'est pas qu'il ait une pratique, c'est juste que c'est une personnalité connue de par ses stand-up et tout, et qu'il vit la condition musulmane, c'est-à-dire qu'il vit l'islamophobie et qu'il peut en parler. Mais aucun musulman ne se dirait « Ah, c'est bien que Bellatar vienne à la télé pour faire fermer la gueule aux racistes » en se disant que sa légitimité repose sur sa pratique de l'islam. Personne. C'est juste que voilà, c'est l'une des têtes qu'on voit à la télé qui a un rebeu et qui peut parler de l'islamophobie parce qu'il la vit lui aussi. C'est tout. Par exemple, à titre personnel, fils d'immigrés. C'est-à-dire que mes parents, ils sont venus en France. D'ailleurs, la date, c'est le 9 septembre 2001. C'est quand même une immigration maghrébine extrêmement tardive, non ? Attends, mais il a quel âge ? Ne me dites pas qu'il est né après 2001. Ah, peut-être, quoi. Ok, c'est vraiment... c'est une autre sociologie. Hein. Et ça veut dire que oui, il ne connaît pas du tout Soral. D'ailleurs, la date, c'est le 9 septembre 2001. Donc, 2 jours après. Ça tombe mal. Ça tombe très mal. C'est vrai que c'est ouf quand même. Les parents, ils ont dû dire « Oula, oui, on va rien dire là pendant quelques temps parce qu'on vient d'arriver et voilà. » Et j'ai grandi dans des quartiers pauvres. Des cités, voilà, ils aiment bien ce nom, cités, quartiers défavorisés. Mais j'ai toujours voulu m'en sortir. Entre guillemets. Contrairement aux autres, hein, lui, il a voulu s'en sortir. Alors que les autres, ils veulent pas s'en sortir. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas s'en sortir. Est-ce que vous conseillez aux fils d'immigrés qui disent aujourd'hui, nous, nos parents ont entre guillemets fermé leur gueule, nous, non. Mais à côté, on voit ces comportements parfois qui plaisent pas aux Français. Il faut dire les termes. Et déjà, le truc qui plaise pas aux Français, on est Français nous-mêmes. Hein, donc voilà, cette séparation est un peu... Quand on voit la victoire du PSG, on voit les Champs-Élysées dans un état... Alors la victoire du PSG, c'est que les fils d'immigrés et les Français, ils ont rien fait. Et d'ailleurs, les fils d'immigrés, ils sont pas français. C'est vraiment deux sociologies complètement différentes. Même nous, on n'apprécie pas. Vous voyez beaucoup de jeunes sur TikTok, des musulmans, qui prennent la parole et qui disent « Les gars, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous nous faites honte, c'est pas ça qu'il faut faire. » Vous nous faites honte. Oh là là. Allez plutôt voir les vidéos qu'on a fait sur que ce soit sur ma chaîne ou aussi la Zawa Prod, Raz et Cassandre pour avoir un autre discours. Qu'est-ce que la France doit faire la scène avec ces gens-là qui sont eux, ils ont la carte d'identité française. Est-ce qu'on les Alors déjà, qu'est-ce qu'on quoi On leur enlève la carte d'identité, mais vas-y, mais sers de caution à l'extrême droite, vas-y. Au début, tes parents sont des étrangers, toi, t'es déjà plus un étranger. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas à pleurnicher, parce que ça, ce sont des phénomènes historiques et sociologiques universaux. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc, effectivement, tu remercies tes parents de t'avoir... Universaux, ça se dit donner les moyens par notamment une famille équilibrée. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, la chance qu'ont les gens qui viennent de sociétés traditionnelles, c'est qu'ils ont encore un père qui est un père et une mère qui est une mère. Waouh. Ah là là, c'est vraiment l'islamophilie des racistes en mode ouais, mais au moins chez eux, ça c'est vraiment Soral. Au moins chez eux, les hommes c'est encore des hommes en fait. Et nous c'est plus ouais, je suis un peu raciste, mais voilà, les Noirs et les Arabes, faut dire une chose, c'est que Papa Cito, il a un peu ce discours là aussi. Hein. Ah, là c'est encore des hommes, c'est pas comme les woke, on sait plus où il y a des hommes enceints et puis toutes ces conneries là. Voilà. Moi, j'ai passé toute ma petite enfance, bien que je sois un bourgeois déclassé, avec des enfants, des ouvriers de l'usine Renault, qui étaient et des Français et des Maghrébins, hein, les deux, OS1, OS2, tu vois. Meudon-la-Forêt, années 60, cité dortoir de Pouillon, tu vois, il faut toujours être très précis. J'ai vu les deux chemins possibles, tu vois. Le chemin vers l'intégration par les études et le travail et le chemin de la délinquance. En général, qu'est-ce qui permet l'un ou qui se permet l'autre ? J'en peux plus. Et en plus de faire comme si c'était des choix, quoi, tu vois. Prenons même, le chemin par l'intégration, par les études et tout. Faut quand même que tu aies, merci pour le train de live les gens, faut quand même que voilà, tu aies certaines facilités, certaines capacités de résister par rapport à la pression, de réussir à travailler sur des trucs un peu théoriques, abstraits. C'est pas donné à tout le monde, tu vois. Donc même là, c'est pas qu'une question de choix. Des gens qui n'ont pas pu aller dans les grandes études, ont fini dans des filières poubelles et donc n'ont eu, parmi leurs choix restreints, ont préféré sombrer dans le deal, tu vois. C'est pas qu'une question de choix, c'est aussi une question de
Et en plus, au-delà de ça, je veux dire, il y a les questions de capacité et aussi, il y a aussi des questions de parcours familiaux qui sont différents, de situations sociales qui sont différentes, parce que les quartiers, c'est pas non plus un milieu totalement homogène. Donc oui, on est plutôt dans la précarité, mais il y en a qui sont encore plus dans la précarité que d'autres. Tu vois ? Il y a des gens, putain, moi, dans le collège où j'étais, c'était un collège ZEP. Mais, et donc, moi, j'étais fils de prolo, mais ça allait, quoi. Ça va. Alhamdoulilah, quand je voyais certains potes, c'était la galère. C'était vraiment la galère. Et je comprends que pour eux, c'était difficile de réussir à l'école. Ils avaient des difficultés. Et je vois comment ils ont pu tomber dans la délinquance, tu vois. Et c'est pas une question de... Ils ont pas eu des... Ils ont pas voulu. Moi, c'était plus facile de vouloir. J'ai eu des plus grandes libertés de pouvoir faire ça. Eux, c'était plus restreint. S'ils voulaient vraiment avoir le même parcours que moi, ils auraient dû faire 10 fois plus d'efforts que moi. Une famille structurée, un papa qui est un papa, une maman qui est une maman. Je me rappelle que dans les années 2000, il y avait un numéro de téléphone qui était proposé aux gosses pour qu'ils se plaignent si leurs parents, le père, les frappait, tu sais. Et c'est un problème, ça ? C'est quoi ? C'est la féminisation de la société. On met en place un numéro pour aider les enfants dont le père les bat. Waouh. Le wokisme, vous pouvez arrêter là ? À cause de vous, on va agir contre les parents qui tabassent leur fils, en fait. On va voir, parce que je suis sûr qu'il est en mode... Moi, on me tapait quand j'étais petit. Attends, on va voir. Mon enfance, quand un père maghrébin, souvent algérien, était obligé d'aller chercher son fils au commissariat, il lui mettait une branlée en rentrant à la maison. Hein, parce que c'était la honte. Mais c'est pas normal, tu vois. Je veux dire, ok, il le tabassait, c'était normal pour les gens parce que c'était comme ça que faisait l'éducation, mais ça veut pas dire que ça peut pas changer et qu'il y a d'autres manières d'éduquer les enfants. Et tu vois, moi, je veux dire, parce que moi, je trouve que je suis un bon exemple parce que moi, mon père et ma mère, ils nous ont mis des coups. Hein. Je me suis pris des coups. Je me suis pris des tartes, frère. Moi, j'avais peur presque, tu vois. Vraiment, j'avais peur. Je me tenais calme parce que j'avais peur de me prendre une tarte de mon père. Et tu vois, et en même temps, je sais que mon père, il m'aimait. Tu sais, je suis pas dans un ressentiment à l'égard de mon père. Je suis pas dans un mode aussi en mode ultra traumatique et tout. Ça va, alhamdoulilah, je le vis bien. Mais c'est pas parce que je le vis bien que j'ai pas été traumatisé par ça que je suis en mode c'est bon, je peux le reproduire. Je suis en mode mon père m'a éduqué comme ça. Je comprends aussi les trucs qui a fait qu'il m'a éduqué comme ça. Et j'ai pas été particulièrement choqué non plus. Mais c'est pas pour ça que je vais reproduire le truc. Je peux me dire qu'il y a d'autres manières de faire qui sont plus saines. Voilà, tu vois, c'est pas parce que toi tu l'as bien vécu que tu es obligé de le refaire. Hein, tu te dis non, j'ai peut-être pas envie de reproduire ce schéma-là. Hein. Aussi, ce qui m'a aidé, c'est que mon père ne buvait pas. Mais je vois dans certains milieux, certains de mes potes et tout, t'avais le père qui buvait. Et là, je veux dire, le père qui bat et qui en plus parfois revient bourré et tout. Voilà quoi. Je veux dire, ça c'est plus. Il y a vraiment de la violence. Là, c'est traumatisant. Donc je comprends, cette idéalisation de on frappait les gosses, c'était bien, voilà, tu vois. Et je suis même pas en mode les gars, il y a d'autres manières de faire. Je rappelle que Soral s'est fait battre régulièrement par son père antisémite au passage et voulait le tuer. Il a même tenté d'assassiner sa propre sœur. Maintenant, il remercie son père et l'adore. Donc, il est la dernière personne à qui parler pour comprendre les relations familiales. Bah oui, j'imagine, c'est évident. Mais tu sens que quand Soral parle de lui et de son parcours et tout, il y a des choses qui sont pas réglées, hein. Que ce soit avec sa sœur ou avec sa famille et tout. Hein. Tu sens qu'il y a des trucs qui sont pas réglés. Ces bobos des villes qui sont fascinés par la racaille pour des raisons de virilité, tu sais. Et eux, comme ils ne viennent pas de ce monde-là, tu vois. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas que les bobos qui sont fascinés par la virilité des quartiers. Voilà. Il y a plein de gens qui ont des fantasmes autour de la virilité des quartiers. Mais on en parlera plus tard. Soral lui-même, c'est en mode, c'est rester des vrais hommes qui gardent la distinction genrée. Et je me rappelle que le mot racaille était un mot des filles de la moyenne bourgeoisie du 11e arrondissement. C'était presque un compliment. Ah, c'est des racailles, tu sais, avec ce côté sexuel, c'est excitant. Et les types avaient compris que c'était ça leur image de marque. Donc ils en rajoutaient. Ils en rajoutaient, avec l'idée en plus que nous, on était les bolos et qu'il fallait nous bolosser, tu sais. On était les bolos. Pour moi, c'est les bolos. Les gens ne le savent pas, mais il y a eu une époque à Paris et en banlieue où il y avait des bandes, comme il y a eu des bandes en banlieue, qui étaient des bandes de blancs. Et on a fait comprendre quand même à ces jeunes qui arrivaient. À l'époque, il y avait Joey Star qui était là. Mais c'est qui le nous, là ? Parce qu'il parle en opposition aux gars des quartiers, là. C'est qui le nous ? C'est un peu bizarre, surtout quand tu prends les années 80 et tu sais les bastons qu'il y a eu à Châtelet, au Halles et tout. Ouais, on est d'accord qu'il a l'air de... C'est quoi ? T'es avec les skins ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a fallu négocier, leur dire, voilà, il n'y a pas que des bolos, tu vois, chez nous. Mais il y a
Donc c'est vraiment pas une erreur, il dit vraiment les bolos. Il y a eu à un moment donné toute une idéologie globale pour dire en gros la virilité elle est en banlieue et quand on est un banlieusard il faut mal se tenir. Tu vois, je me rappelle quand Joe Star est arrivé, il était tagueur, tu sais, il était même pas chanteur. Et derrière tu as le Parti Socialiste et Jean-Paul Gaultier, c'est-à-dire Jacques Lang, un homosexuel, Jean-Paul Gaultier. Ok. Il était homosexuel, ok. Mais en plus, il me semble pas que officiellement il se présente comme homosexuel, il me semble que officiellement il est hétérosexuel, il a une femme, non, Jacques Lang? Ou je suis complètement fou? Puis en plus, on s'en bat les couilles. Qui les ont aidés. Et ils ont mis en place, tu sais, l'intégration quand on est un jeune de cité, c'est quelque part mal se tenir, tu vois. Joe Star qui frappe une femme, Joe Star qui frappe un singe, tu sais. Joe Star, il a frappé un singe. T'es quoi? C'est quoi? En fait, ce qui me fait marrer avec Soral, c'est qu'il n'y a que des anecdotes comme ça. Il n'y a que des Jacques Lang l'homosexuel, Joe Star qui frappait les singes. Il a frappé un singe? Putain. Je savais pas, les gens, je savais pas. Tout faire pour que votre intégration se passe mal et que les Français de base aient peur. Et tu vois aujourd'hui, quel est le résultat final? Aujourd'hui, on t'assimile. Islam égale racaille de banlieue égale Gaza palestinien. T'as vu? Attends, le raccourci arabe, banlieue, Palestine, antisémitisme, homophobie, etc., ça n'a pas été mis en place seulement par le PS. Je veux dire, l'extrême droite, le RN et tout avait aussi ça. Je veux dire, le camp auquel tu appartiens a aussi participé à ça, quoi. C'est très bien que notamment par rapport, le gros problème qu'ont les Africains par rapport aux Maghrébins, c'est qu'ils sont d'ailleurs beaucoup moins musulmans et qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, parce que le père se barre dès qu'il a fait un gosse. Ça, c'est de la sociologie dure. Mais c'est pareil que dans les ghettos aux États-Unis. Et quand il n'y a pas de papa, il n'y a pas de transmission de la loi morale. Oh là là. Et les gens qui ont grandi sans père, ça fait quoi de pas avoir de morale? Vous avez grandi sans père, vous êtes immoral, amoraux. Vous êtes immoraux et amoraux. Je vous déteste, les gens qui ont grandi sans père, bande de nazes. Voilà, vous avez raté votre éducation. À l'adolescence, t'es un type qui est un danger public. Ça donne la fratrie Traoré, tu sais. Après, waouh. Oh putain. Oh putain, je voulais commenter trop vite. Ah là là là. Ah bah super. Ah ouais, super. Soral qui est en train de dire que la famille Traoré, c'est une famille de délinquants. Et voilà, le sous-entendu, hein, Adama Traoré, voilà quoi. Est-ce que vraiment il l'aurait pas un petit peu cherché derrière, quoi? Et l'autre, il dit rien? Attends, il dit rien là? Et ça, c'est des fondamentaux. Lui, il dit rien. Il reste. Ah ouais. Ah. Mais malheureusement, ça coûte cher le travail que je fais, tu sais, parce qu'on se dit finalement Soral, il est où? Il est de droite, il est de gauche, il est pote avec Le Pen. C'était quoi la question de départ? On est d'accord que là, on est dans du Soral pur jus. Il va dans tous les sens. T'as l'impression qu'il y a une logique dans tout ce qu'il dit, mais en fait, il n'y a aucune réponse. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? Il dit pas de mal des musulmans, on sait pas pourquoi. Des types qui disent ouais parce qu'il fait du clientélisme, alors qu'en réalité non. Moi j'essaie de faire un travail explicatif sérieux parce que j'écris des livres et pas parce que je veux laisser une trace. On dira au moins Soral il avait dit ce qui allait se passer. En même temps, Soral t'a parlé 3000 heures, je pense. Il y a 3000 heures de vidéos où tu parles de tout et de rien. Il y a forcément un truc où on va dire, ah bah Soral l'avait dit, tu vois, c'est... Mathématiquement, c'était possible, quoi. Mais bon, arrête de croire que tu arrives à deviner l'ordre du monde. Mon honnêteté, ma morale, c'est de la mettre à disposition de gens qui n'ont pas le temps de faire tout ce travail que j'ai fait. C'est-à-dire que je dis, voilà, vous pouvez lire mes livres et ça va vous aider, tu vois, ça va vous aider. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que je propose ce contenu-là pour les plus vieux qui vous connaissent déjà depuis bien longtemps et des jeunes qui ne vous connaissent pas. On est d'accord que là, il est en train de dire, il propose ce contenu pour que les jeunes découvrent Soral. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Pourquoi pour toi c'est important qu'on découvre Soral en fait? Explique-nous, Assil. J'imagine que c'est Assil ton prénom. C'est vrai, c'est une super idée. Super idée. C'est vrai qu'on n'a pas lutté, qu'on n'a pas galéré à faire en sorte que sa voix ne porte plus. Non, mais t'as raison. Hein. T'as raison. Qu'est-ce que vous conseillez concrètement? Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui un fils d'immigré qui est, comme vous l'avez dit, on est un peu dans la merde, dans le sens où on est vu avec une barbe, une casquette, et on est forcément bagarreur, violent, et on ne sert pas à grand-chose dans la société. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui demande des conseils à Soral. Alors, ouais, on galère dans la société en tant que musulman. Dis-nous, Soral, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut voir la part de responsabilité de ce mec. Est-ce que vraiment il a regardé profondément ce qu'était Soral? Est-ce qu'il a regardé ou il a juste vu une vidéo, il s'est dit ah c'est pas mal, faudrait que je l'invite, ça va faire des vues. Ce qu'il faut, c'est être intelligent, c'est comprendre. Pas mal ça. Parce que trop souvent, vous avez la tendance à être bête. Est-ce que vous avez pensé à ce conseil qui est d'être intelligent? Retenez. Comprendre ce qu'est le pouvoir français, comprendre donc le mensonge français d'une certaine manière et arriver à vous en sortir
compte tenu de ce que vous avez compris. Ça passe toujours par de la stratégie et de la solidarité. Les musulmans qui demandent des conseils auprès d'Alain Soral. Putain, incapable de penser par soi-même, c'est déprimant, c'est déprimant. Pourquoi là, Soral, il a pas dit, mais c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, parce qu'il disait Ramadan n'est pas le porte-parole des musulmans. Là, il pourrait dire, bah c'est pas à moi de vous dire ce que vous allez faire, vous savez mieux que moi ce que vous avez à faire, moi je suis pas musulman. Voilà, si tu pouvais le dire. Dans la loi française, traditionnellement, les communautés n'existent pas. Donc les communautés n'existent pas en théorie, et pourtant elles sont toutes puissantes aujourd'hui, puisque en fait, tout le processus à partir des années 80, c'est la communautarisation de la France. Hein. Et on le voit aujourd'hui notamment avec la question israélienne et la question sioniste. Il y a une communauté juive très puissante et qui n'a aucun scrupule à se présenter comme communauté juive. Mais par contre, il n'y a pas de communauté musulmane. Il n'y en a pas en réalité. Pourquoi ? Parce que la communauté juive est elle-même homogène. Déjà, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord, les juifs, entre ce que sont les juifs. Qu'est-ce que c'est être un juif ? À partir de quel moment je me considère comme juif ? Entre les juifs religieux et les juifs athées, tu vois ? Et toutes les questions de est-ce que je suis légitime à me dire juif ? Bref, tous ces débats-là. Et on voit, avec la montée des personnes d'ascendance, d'origine, d'identité juive, qui en même temps affirment de plus en plus ne pas soutenir Israël et ne pas soutenir le projet sioniste, que on est très loin d'une communauté totalement homogène. Après, il y a plus d'institutions qui permettent la représentation des juifs. Mais bon, après, moi, je ne pense pas que, par exemple, le modèle du CRIF, ça soit un modèle qu'on doit encourager, nous, en France, en tant que musulmans. J'ai pas envie d'un CRIF à la musulmane, tu vois. Vous voyez, on voit les problèmes qu'il y a derrière cette institutionnalisation, ce rapport au pouvoir, prétendre parler au nom de toute la communauté. Voilà, c'est vraiment un piège sur lequel il ne faut pas aller. C'est difficile de faire une communauté quand on est très nombreux. Les juifs en France sont 600 000. Tu peux faire relativement une communauté assez soudée, parce qu'il n'y a pas trop de gens, tu sais, c'est la phrase qui trop embrasse mal étreint. Mais alors, on ne peut pas avoir de communauté nationale alors. Alors, abandonnons tout de suite le projet de communauté nationale, de communauté française. Si déjà être musulman c'est trop pour être une communauté, alors que dire des 70 millions de Français ? Très difficile de faire une solidarité entre des gens qui sont trop nombreux, d'autant qu'il y en a qui viennent d'Algérie, d'autres du Maroc, et tu sais bien que les Algériens et les Marocains, c'est même pas tant que ça en réalité, parce que nous, on a inventé le concept gauchiste d'immigrés, tu sais, de banlieue, comme si en banlieue... Comment ils récupèrent des trucs de gauchistes, notamment la critique de la catégorie immigrés, pour se la réapproprier et en faire une version de droite, c'est hallucinant. C'était les Noirs, les Maghrébins, et à l'intérieur du Maghreb, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, c'était la même chose, comme si les pratiquants, les non-pratiquants, c'était la même chose, comme si les sunnites et je sais pas trop quoi, bon les chiites, il n'y en a que 15%, c'était la même chose. En réalité, il n'y a pas de communauté musulmane en France. Elle est montrée du doigt par le pouvoir, alors qu'elle n'existe pas en tant que communauté structurée. On est d'accord qu'il n'a pas répondu à la question, il n'avait pas de conseil, quoi. C'est quoi son conseil au final ? Il n'y a pas de conseil, il n'a pas donné de conseil. Yassine Bellatar, par exemple, c'est pas du tout le représentant de musulmans de quoi que ce soit. C'est un Marocain qui est un libertaire, on va dire, qui est un libertaire. Hein. Alors, je pense qu'il voudrait plutôt dire un libertin, ou je sais pas, un libéral, mais Bellatar, un libertaire ? Bellatar, qui très proche de Macron, qui, moi, je pense, dans les trucs économiques, est sur le côté du capitalisme, l'idée d'investir, d'auto-entreprise, d'entrepreneuriat. Pour moi, il a mille lieux d'être libertaire. Attendez, on va voir son explication, hein. Une idéologie gauchiste avec un marqueur communautaire assez fort et qui appartient à la bourgeoisie. C'est pas du tout un type du peuple. Hein. Non, ça, c'est tout. Il nous dit qu'il est libertaire. Parce que dans son logiciel, Clouscar a dit libéral libertaire. Oui, mais libéral libertaire, ça parle d'une certaine gauche de classe moyenne qui, tout en se présentant comme pseudo de gauche, en fait, n'ont gardé des valeurs de gauche que sur la libération sexuelle, que sur la liberté des mœurs, mais en même temps, ont renoué avec l'idéal libéral, avec tout le néolibéralisme et tout. Donc c'est ça pour lui, libéral libertaire. Mais en quoi Bellatar est libertaire ? Moi, je l'ai connu mince et très bourgeois quand il est arrivé. On s'est connu au Salon du Livre. Avec moi, il peut pas baratiner. Et j'ai d'autres choses à dire, mais je les garderai au cas où, parce qu'il y a eu des échanges assez précis avec lui à certains moments. Et en réalité, tu vois... Mais il est que comme ça, que des trucs comme ça, en mode « Ah, je sais des trucs sur toi, j'ai des dossiers, j'ai ci, j'ai ça. Oh là là, mais on s'en fout, là, tu t'attaques à l'individu, attaque-toi aux idées, là. » Vous avez très peu de puissance communautaire. Par exemple, tu vois très bien que récemment, on a dit il y a un danger avec les frères musulmans en France, tu vois. Ouais, bon, on en a tous rigolé entre guillemets. Oui. Avec, alors moi, ce que j'ai répondu, je dis c'est vrai, il y a un danger. Mais tu peux intervenir, s'il te plaît, tu peux essayer de le guider. Est-ce que tu peux essayer d'encadrer le débat ? Parce que là, on va dans tous les sens, s'il te plaît. Mets un peu de cadre à ce débat. Moi, j'ai rien contre le fait parfois de divaguer. Mais là, ça a pas de logique, là. On comprend pas. Il n'y a pas de journaliste haut placé frère musulman. Il n'y a pas de ministre frère musulman. Il n'y a pas de préfet frère musulman. Il n'y a pas de recteur d'université frère musulman.
On reproche aux musulmans d'être dans des caves, mais on leur a laissé que les caves. Là, je trouve que c'est un cliché un peu, les musulmans dans les caves. J'ai l'impression que ça, c'était vrai dans les années 2000. Là, maintenant, ça va. Il y a encore des endroits où c'est difficile d'avoir une mosquée. Là, le problème, c'est plus qu'on est dans des caves, c'est qu'il y a pas assez de place dans beaucoup de mosquées. Donc, il y a parfois 2 prières. Ou moi, je vais par exemple, moi, dans la mosquée où je vais, on est en dessous dans le parking, mais ça va, c'est aménagé, quoi. De toute façon, il peut pas avoir de mosquée assez grande pour accueillir tout le public. Ah là là, le nombre de réactionnaires dans les quartiers, je vous dis pas. Tous les vendredis. Mais après, les caves Mehdi, j'ai quand même l'impression que c'est pas... Ils ferment des mosquées. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je suis d'accord. Effectivement. C'est vrai que là, on est dans un autre... T'as raison qu'avec la répression de l'État et la fermeture de mosquées, c'est beaucoup plus difficile pour les gens de trouver des mosquées, ouais. Mais sinon, ils font plusieurs créneaux quand il n'y a pas assez de place. Oui, mais moi, dans ma mosquée, c'est plusieurs créneaux, hein. N'oublie pas que la politique étrangère en France est entièrement surdéterminée par la question israélienne. Là, de dire que la question... la politique étrangère en France est surdéterminée par la question d'Israël, par la situation. Ça, c'est clairement son angle de vue complètement antisémite, où tout est centré sur Israël. Et moi, j'ai plutôt l'impression que ce qui guide à 90%, voire à 95%, la direction des affaires étrangères de la France, c'est les intérêts français. C'est plutôt parce que c'est dans leurs intérêts à eux de défendre Israël, d'être aux côtés d'Israël, et parce que ça correspond aussi à la ligne idéologique du moment totalement islamophobe et totalement dans une idée de guerre de civilisation, de défendre Israël. Mais il faut arrêter de faire croire que toutes les décisions prises par la France au niveau étranger, c'est sous influence israélienne. Intérêt européen aussi, oui. Je te dis aujourd'hui, regardez, l'Iran menace la France. Jamais l'Iran n'a eu aucun projet par rapport à la France. Ça, c'est pas une preuve que les intérêts de la France sont guidés par Israël. Donc en fait, on organise un espèce de chaos incompréhensible, où quand même à un moment donné, le français de base, à qui on va pas demander d'être un génie non plus de la géopolitique. on va pas trop lui demander aux français de base quand même, hein, voilà. Il fallait que c'est moyen. Il faut que vous soyez diplomate. C'est-à-dire, le problème, c'est que tu remarqueras que si toi, tu te dis, je vais faire ce que Soral me dit, j'ai fait des études, je m'exprime bien, je suis capable d'être nuancé, etc., on va jamais... Ça, c'est grâce à Soral, parce que j'imagine que dans sa vie, personne lui a jamais dit de faire des études, d'être diplomate, voilà, de bien travailler, personne. Heureusement qu'il y a eu tonton Soral, hein. Tonton Soral, il est venu, il lui a dit, hey, gamin, travaille bien à l'école, hein. Lis. Enfin, lis surtout, mais tu connais Contre-Culture ? Ça te dit quelque chose, Contre-Culture ? Vas-y, viens, j'ai plein de livres pour toi. Jamais t'inviter à la télé, t'as remarqué ? C'est pour ça que pour l'instant, on m'a pas invité. C'est pour ça que t'as créé ton métier. Mais oui, mais en même temps, pourquoi on va t'inviter ? T'es qui ? Frère, je suis désolé, mais pourquoi on t'invitera à la télé ? Il n'y a que cette vidéo qui fait 160 000 vues, sinon t'as 5 000 abonnés, frère. Et en plus, la vidéo qui fait le plus de vues, c'est parce que t'as invité Soral. Moi, j'ai rencontré toute ma vie des musulmans qui ont bac+5, bac+6, comme mon ancien avocat, qui a été persécuté parce qu'il me défendait, tu vois, qui faisait à la fois de la boxe avec moi et qui était avocat, et pour ça, t'as vu, il faut faire des études supérieures. Ce type de Français musulmans issus de l'immigration, on ne leur donne jamais la parole. On rappelle que la manière dont Soral défend les musulmans, c'est de dire « Ah non, mais il y a des musulmans respectables, hein. C'est les darons de 40 ans qui travaillent, qui font pas de bruit. » Donc voilà, pour lui, pour être un musulman accepté en France, déjà, il faut travailler, voilà. Mais il faut aussi ne pas faire trop de bruit, quoi. Faut être bien intégré, faut avoir fait des études. Voilà, tu dépasses pas. Voilà, tu restes vraiment dans la ligne et tu bouges pas trop, quoi. Par contre, on va donner la parole à des rappeurs bidons, à des types qui ont des casseroles sexuelles. Je vais pas parler de l'affaire Tariq Ramadan, mais tu vois, tout le monde savait au niveau des services, y compris moi, qu'il avait une sexualité qui n'était pas très conforme à ce qu'on peut penser être un prédicateur musulman, bien que c'est pas un prédicateur musulman. Il avait une chaire en Angleterre d'islamologie. L'islamologie, c'est pas un terme religieux, hein, c'est un terme de sociologie. Oui, je vois pas. Il dit ça comme si c'était une critique. Oui, l'islamologie, c'est un terme académique. Oui, c'est l'étude de l'islam, effectivement. L'étude de l'islam de manière non apologétique, non religieuse. Oui. Moi, j'ai toujours dit, et d'ailleurs, il vient de me remercier parce que je l'ai récemment défendu. Hein, j'ai dit, selon la loi française, il ne méritait pas de faire de la prison, des mois de prison à Fleury-Mérogis, tu vois, selon la loi française. Alors ça, les gens, c'est plutôt la question de la détention provisoire. Et nous, on s'est toujours opposé à ça. C'est quand même une dinguerie, surtout qu'il avait donné les gages qu'il n'allait pas s'échapper. Et surtout, il a eu des gros problèmes de santé.
en détention provisoire. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on a été assez seul pour dénoncer la détention provisoire de Ramadan. Tu vois, alors que ça me semble être une position de gauche, quoi. De dire, mais attendez, on est contre la détention provisoire, on va pas mettre un gars qui n'est pas encore jugé en prison. C'est quand même une dinguerie, et surtout qu'il a des problèmes de santé. Mais la gauche a été assez absente sur cette question, comme quoi, là, sur Soral, c'était pas si grave qu'ils sont en détention provisoire. Et là, tout ce que je dis, ça ne signifie pas que Tariq Ramadan est innocent. Ça, c'est un autre débat. Et je n'ai même pas creusé la question. Je n'ai aucun avis sur ça parce que je n'ai pas creusé l'affaire. Et ce n'est pas ma problématique. Je ne cherche pas à savoir si Tariq Ramadan est innocent. Mon propos marche que Tariq Ramadan soit innocent ou coupable. Dans le même temps, tu as un psychanalyste qui se vantait de violer des filles sous hypnose, Gérard Miller. Lui, on attend toujours de savoir quand est-ce qu'il va passer au tribunal. Tu as remarqué ce 2 poids 2 mesures. Les gens vont faire croire qu'on a le même discours que Soral parce que nous aussi, on condamne le 2 poids 2 mesures. Mais nous, on condamne le 2 poids 2 mesures dans une perspective réellement antiraciste et aussi avec des affinités, avec des idées anticarcérales, etc. Et nous, on ne fait jamais, comme lui, que des comparaisons avec les Juifs en laissant l'idée que, de toute façon, la justice, elle est aux mains des Juifs, ils vont jamais condamner ça, il y a l'État profond, et surtout de faire croire que la solution pour que les musulmans ne soient plus persécutés, ce soit d'être intégrés à la nation française. Du prolétariat et du sous-prolétariat, donc ils n'ont pas la culture, il faut quand même le reconnaître. Et ils sont face à des gens en face qui sont le peuple du livre. Voilà, il est obligé, il est profondément antisémite. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui m'énerve le plus avec la malhonnêteté des gens qui disent que Alain Soral égale Ouria. Il y a le degré d'antisémitisme de ce mec. C'est une dinguerie. Il n'est pas capable d'avoir un propos sans dire une fois pendant le propos que c'est à cause des Juifs. C'est une folie. Et il y a des gens sur Twitter en mode Ouria Boutelja, c'est vraiment Alain Soral. C'est littéralement Alain Soral, mais vous êtes vraiment des merdes. Hein. Vraiment, le niveau de diffamation, c'est dingue. Hein. Avec en plus un sens très poussé de la dialectique qu'ils apprennent dans des livres, notamment comme le Talmud, tu vois. Donc ça veut dire... Non, mais c'est même pas... mais réagis, le journaliste. Là, il est en train de faire de l'antisémitisme. Réagis, dis quelque chose, je sais pas. Fais même semblant d'être choqué, s'il te plaît. Là, on dirait que t'as déconnecté. C'est-à-dire que vous êtes les perdants de l'histoire en ce moment, c'est clair. On vous a désigné comme les perdants. Parce qu'il faut que les Français qui souffrent... Et vous voyez, et c'est ça qui est horrible chez Soral. Il joue vraiment sur la concurrence et il joue sur « je suis le défenseur des Juifs, des musulmans ». Et vous savez qui est votre ennemi ? C'est pas l'État français, c'est les Juifs. Ce qui n'est absolument pas le discours de Ouria. Ouria, c'est tout le contraire. Je vais expliquer la différence au teubé là, du fond de la classe qui explique que Soral égale littéralement Ouria. Soral est en train de dire aux musulmans, là vous n'avez pas compris, vous vous faites baiser par les Juifs qui contrôlent l'État français, qui mettent leur pression via Israël. Et en fait, tout leur truc talmudique, en fait, c'est pour vous baiser, pour installer une dictature mondiale où en fait les hommes deviennent des femmes. Bref, voilà, tout le délire woke et tout, c'est les Juifs. Bref, les responsables, c'est les Juifs, c'est pas l'État français. Et ce qu'il faudrait faire, selon Soral, c'est renforcer l'État français, revenir sur un patriotisme vraiment chauvin, un patriotisme français anti-étranger, anti-internationaliste, la France d'abord. Vous voyez, vraiment le patriotisme d'extrême droite et que les musulmans s'intègrent à la société française, qui se dissout dans la société française. Que dit Ouria ? Et notamment contre les Juifs. Hein. Que dit Ouria ? Elle dit le contraire. Ouria, elle dit exactement le contraire. Elle dit aux musulmans, les Juifs ne sont pas l'ennemi, les Juifs subissent aussi l'État français. Se dissolvent. L'État français est profondément antisémite. Le philosémitisme fait croire que les Français protègent les Juifs, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une esbrouffe pour s'attaquer aux musulmans. Et notre porte de sortie, ce n'est pas la nation française. Ce n'est pas la France telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire une nation profondément impérialiste, profondément raciste, profondément sexiste, etc. Ce qu'il faut, c'est dépasser ce cadre-là, et ça passe par l'alliance entre tous les indigènes, mais aussi avec les blancs de classe populaire qui veulent rompre avec le contrat racial. À quel moment ce discours d'alliance entre juifs, musulmans, noirs non musulmans, arabes, bref, entre tous les indigènes et avec les blancs de classe populaire qui veulent rompre avec le contrat racial pour retrouver le véritable universalisme, quand est-ce que c'est le discours de Soral ?
Je ne comprends pas. Vraie question, Wissam, rapide. Même si tu vas parler avec Raz, tu penses que ceux qui disent Soral égale Ouria ne la lisent pas. Je vois pas comment tu la lis, tu peux penser ça. Mais je sais pas si vous avez vu, il y avait quelqu'un qui a partagé un screen de certains écrits de Ouria sur son expérience dans la famille et pour me prouver que c'est l'éloge de la famille. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a des difficultés de lecture où on est dans deux univers différents et je ne vois pas. Elle fait tout elle écrit tout les sévices qu'elle a subis tout en adhérant tout en refusant de rompre avec la famille. Tu lis ça, tu dis mais à quel moment elle dit que c'est génial? Tu vois bien que là c'est horrible. Tu vois bien que ce qu'elle a vécu, c'est pas cool et qu'il y a un caractère oppressif dans cette famille. Donc à quel moment tu lis ça? Si les gens veulent mettre pause et lire, à quel moment tu lis ça et tu dis elle fait une description magnifique de la famille, l'éloge de la famille en mode c'est super la famille. Non, au contraire, elle montre comment les femmes sont victimes là-dedans de cette famille, mais qu'elles sont face à plein de contradictions et que en dehors de ça, il y a aussi le capitalisme dans lequel elles vont être victimes aussi. Ils lisent Ouria en se disant dans leur tête que c'est une profonde sexiste, homophobe, réactionnaire, conservatrice, bref, quasi une nazie. Et ils lisent le texte de Ouria à partir de ce filtre-là. Et donc, ils s'imaginent que quand Ouria décrit sa famille, là, la vie qu'elle a eue dans sa famille, elle dit que c'est génial. Parce que c'est comme ça que doit être la famille et que ça ne doit pas bouger. C'est comme ça qu'ils lisent. Et donc, à partir de là, tu ne peux pas avoir de discussion avec eux. Parce qu'ils partent du principe qu'elle est profondément réactionnaire. Ouais. Je pense qu'on va faire en 2 parties. Et si c'est la conclusion de cette partie, conclusion, le retour de Soral. Oh merde. Mais c'est Ouria, non? Allez,